Donc, il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Larivière pour parler de sciences ouvertes et pandémie. Actuellement, la situation est bien singulière et nous met un peu dans une zone de turbulence qui nous amène à nous questionner sur toutes sortes de choses. Et la publication des savoirs scientifiques n'y fait pas exception. Donc, la science ouverte prend toute sa place. Et il nous fera plaisir aujourd'hui de faire un peu la lumière sur cet aspect. Donc, Vincent Larivière, professeur en sciences de l'information à l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations des communications savantes, également directeur scientifique de la plateforme de revue Érudit et directeur scientifique associé de l'Observatoire des sciences et technologies. Mais également, et non pas le moindre, également nouvellement fondateur et éditeur en chef associé de la revue Quantitative Science Studies, qui publie entièrement en libre accès. Je m'appelle Marie-France Gévry, je suis coordonnatrice des programmes de formation au programme Sentinelle Nord de l'Université Laval et il me ferait plaisir d'animer cette séance de cet atelier aujourd'hui. Alors, Sentinelle Nord est très engagé avec l'Université Laval. Cet atelier s'inscrit dans nos efforts déployés pour promouvoir la publication en libre accès. Nous avons récemment lancé un fonds d'auteurs qui encourage les jeunes chercheurs à publier dans cette voie. Et aujourd'hui, il nous fera plaisir vraiment de décortiquer la chose et vraiment d'améliorer nos connaissances sur le sujet, sur la publication en libre accès. Donc, je vais maintenant céder la parole à notre conférencier invité. On va activer le micro de Vincent. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Oui, ça marche. Donc, je vais céder l'écran à Vincent. C'est bon? Donc voilà, bonjour à tous. Merci à Sentinelle Nord de l'invitation. Bon, j'ai un programme assez ambitieux là, pour une présentation de 35 minutes. Là, donc, je vais parler de sciences ouvertes et de pandémie. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant de transparence sur la pandémie à proprement parler, mais c'est quelque chose sur lequel je vais revenir de façon périodique là, au cours de la conférence. Puis évidemment, là, on va pouvoir en discuter davantage dans la période de questions. Je vais commencer par parler du changement du rôle de la publication dans la carrière du chercheur. De faire un peu un historique là, de la diffusion des connaissances. En fait, ensuite, on va passer assez rapidement sur quelques petits constats sur la recherche contemporaine, donc les pratiques de production, de collaboration, les rétractations. Puis enfin, parler un peu de l'oligopole des éditeurs commerciaux qui contrôlent essentiellement une très, très grosse proportion de la recherche qui est faite. Et dans ce contexte-là, bon, le libre accès est quelque chose qui est d'une part un bon contrepoids à cet oligopole commercial-là, mais qui est également devenu encore plus important au cours des 3 derniers mois, puis je vous expliquerai ce qui se passe. Ensuite, je vais parler un peu des actions que nous, on peut prendre en tant que chercheurs, donc publier éthiquement, c'est quoi, puis conclure un peu sur c'est quoi le rôle des revues à l'ère numérique. Donc, évidemment, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va pouvoir y répondre à la fin, ou peut-être pendant, s'il y a des, Marie-France, tu vois des questions là, qui méritent des trucs d'éclaircissement, gêne-toi pas. Avoir un peu de feedback pendant la présentation quand on regarde un écran, c'est quand même plutôt agréable. Donc, la publication savante, vous le savez en tant que chercheur, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans votre carrière. Historiquement, on publiait pourquoi? On publiait pour envoyer, pour diffuser la connaissance qu'on avait faite. Aujourd'hui, c'est encore ça, mais c'est aussi beaucoup un symbole du fait qu'on est actif en recherche, que l'on est bon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu un peu un indicateur de notre qualité ou de notre impact scientifique. Puis je vous mets ça un peu en contraste avec Peter Higgs, le grand physicien que vous connaissez bien, l'inventeur du boson de Higgs, qui en fait, à partir de 1979, considérait qu'il n'y avait plus rien à dire, fait qu'il a juste arrêté de publier. Il n'a pas continué à publier pour publier. Il a dit, bon, je ne peux plus contribuer à ma discipline, donc j'arrête. Donc ça nous illustre en fait, ça nous rappelle qu'on ne gagne pas le prix Nobel avec son nombre d'articles. Et pour amener ça en contexte un peu plus contemporain, on ne trouve pas le vaccin contre la COVID-19 par son nombre d'articles. Hein. Ça va être un papier, puis ça va être suffisant. On n'en a pas besoin des tonnes. Évidemment, on comprend que la science se base sur les articles antérieurs, mais ce n'est pas nécessairement le nombre de découvertes qui compte. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu au cours on pourrait dire des 20-25 dernières années, vraiment une croissance des évaluations de la science qui sont basées sur le nombre de publications. Des fois, ça remplace complètement l'évaluation par les pairs. Il y a des endroits dans le monde où les chercheurs sont exclusivement évalués sur les revues et les articles qu'ils publient, ou dans d'autres endroits, c'est simplement un complément. Donc, on va avoir encore de l'évaluation par les pairs, mais avec complémenté avec de la bibliométrie. Tout ça est extrêmement basé sur le facteur d'impact.
Et dans certains pays, entre autres la Chine, jusqu'à récemment, c'est là où on entre dans comment la pandémie actuelle est en train de changer ces pratiques-là qui étaient quand même assez récentes. En Chine, et là je vous change d'acétate, il y a des primes à la publication qui existaient depuis de nombreuses années. Et donc, les universités donnaient des primes aux chercheurs en fonction des facteurs d'impact des revues où ils publiaient. Et donc, on voit là sur le transparent, dans la plupart des universités, c'est ce qui se trouve à être en vert, c'était basé sur soit les quartiles de facteurs d'impact, donc dans le Journal Citation Report, ou en bleu clair, là, sur vraiment directement les facteurs d'impact des revues. Et donc, par exemple, dans certaines universités dans la région de Shanghai, si vous publiez un article dans Nature, on parle d'environ 165 000 US. Donc, c'est des primes à la publication qui étaient absolument pharaoniques et qui ont orienté complètement les pratiques de publication des chercheurs chinois. Maintenant, et là, je vous amène fast forward à janvier-février de cette année, le gouvernement chinois vient d'annoncer que ces primes à la publication-là sont illégales. Donc, on vient complètement de changer le système dans lequel la jeune génération de chercheurs chinois, disons, vivait et n'avait pas vécu autre chose. Et pourquoi on a changé cette politique-là? C'est qu'on a réalisé qu'elle a énormément d'effets pervers. Je reviendrai là-dessus en fin de présentation, mais c'est important de mentionner qu'on est vraiment dans une période un peu, on pourrait dire, de turbulence. Quand les premiers médecins-chercheurs en Chine ont vu cette nouvelle forme de pneumonie-là un peu atypique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas écrit un article en chinois pour que les médecins autour puissent commencer à diagnostiquer tout ça. Ils ont écrit un article en anglais vers la communauté internationale. Ce qui est excellent, on pourrait dire, pour nous, et ce qui était totalement cohérent avec tous les incitatifs qui existaient dans le système chinois, mais qui était par ailleurs très problématique pour la situation chinoise elle-même. Donc, autrement dit, pour faire simple, le gouvernement chinois a décidé que ces primes à la publication-là créent des incitatifs qui allaient contre les intérêts de la communauté scientifique chinoise et aussi de la société chinoise et de la santé publique chinoise, et que donc, c'était maintenant rendu illégal de donner de telles primes. Et le deuxième élément, puis ensuite, je poursuis parce qu'on est seulement à la troisième slide. Je passe pas au travers de mes acétates, je pense. C'est que il y a maintenant des quotas de publication en chinois. Donc, vous comprenez, là, au cours des 20 dernières années en Chine, tous les incitatifs étaient vers la publication en anglais, et là, on dit, ça ne fonctionne pas, ça joue contre les intérêts de notre santé publique puis de la nation, on pourrait dire. Et donc, il faut maintenant qu'on publie entre 20 et 30 % d'articles en chinois. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer dans le système de la communication savante, et ce qui a des effets, évidemment, sur tout ce qui est science. Donc, ces évaluations-là sont de plus en plus importantes, mais là, le vent semble tourner de façon quand même assez majeure. On revient un peu en arrière, diffusion des connaissances, comment tout ça a bougé. Bien, évidemment, on est passé d'un monde pré-imprimerie où on transcrivait des lettres, on écrivait des lettres, on faisait de la correspondance épistolaire entre chercheurs. Mais il y a un élément assez marquant qui est venu transformer ces modes d'échange-là. C'est vraiment la création des premières sociétés savantes, nos premiers regroupements de quelques dizaines de chercheurs qui s'échangent, qui se montrent de visu, en fait, des résultats de recherche, ce qui a permis, en fait, ultimement, l'émergence d'une communauté scientifique et la création des premières revues savantes. Donc, ici, vous avez un de ces premiers réseaux-là d'échange de lettres qui est quand même assez étendu, donc qui était en fait géré par le père Marin Mersenne, qui agissait un peu comme un prototype d'éditeur en chef, un proto-éditeur en chef, où il recevait des revues d'un peu partout en Europe, et puis transcrivait et envoyait les résultats contenus dans ces articles, pas de ces articles, dans ces lettres-là, à d'autres collègues. Donc, on voit Thomas Hobbes, René Descartes, qui est assez près dans le réseau. Donc, on a vraiment des échanges entre chercheurs, et Mersenne agissait un peu comme l'éditeur en chef de cette communauté-là, décidant, en fait, de ce qui méritait d'être envoyé à d'autres versus ce qui avait plus ou moins d'intérêt. Les sociétés savantes, comme je le disais, avaient leurs réunions, présentaient les résultats de recherche de façon en direct, si vous voulez, avec des expérimentations de visu.
et publie, en fait, dans le cas des Philosophical Transactions, dans le cas de la Société royale de Londres, qui concerne en fait comme la première société savante, crée sa première revue, les Philosophical Transactions, en 1665. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est le volume auquel on arrive. Donc, on parle d'environ 1200 copies, d'une vingtaine de pages une fois par mois. Donc, le rythme de publication, il est quand même assez soutenu. Donc, à partir de la création des Philosophical Transactions, il y a une croissance assez exponentielle, en fait, du nombre de revues savantes à l'échelle mondiale. Croissance exponentielle qu'on pensait impossible à soutenir pour toujours. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, si le nombre de revues croît de façon exponentielle, bien, chaque chercheur va avoir sa revue. Donc, il y a un truc assez... il devrait y avoir, en fait, une limite à cette croissance-là. Ce que l'on voit dans les données, en fait, c'est qu'il y a eu effectivement une certaine phase de stabilisation dans le nombre de revues savantes créées dans les années 80 et 90, mais depuis l'arrivée de l'ère numérique, et particulièrement, je dirais, d'une certaine maturité dans les technologies numériques, on a eu une croissance qui est redevenue exponentielle là, au milieu de la première décennie des années 2000, principalement, en fait, la création de revues en libre accès. Donc, quelques constats, je vais quand même passer assez rapidement là-dessus parce que je veux qu'on parle davantage de sciences ouvertes. Je veux faire 3 constats assez rapides. Les dernières années ont vu une croissance de la production des chercheurs. Les chercheurs publient de plus en plus. Les chercheurs réagissent aux incitatifs qui existent dans le système. On dit aux jeunes chercheurs, « Hey, il faut que tu publies à maîtrise, il faut que tu publies au doctorat. » Et donc, évidemment, ça crée un volume de publication qui n'existait pas nécessairement il y a 30 ans ou 40 ans, alors que les attentes n'étaient pas les mêmes par rapport à la communauté scientifique et aux jeunes chercheurs. Le deuxième point, oui. On a une question ici qui nous est adressée. En fait, en termes d'incitatifs, on a parlé tout à l'heure de la Chine, des incitatifs monétaires. Est-ce que dans d'autres pays, on est un peu dans la même voie ou les incitatifs sont tout autres? C'est-à-dire que les incitatifs monétaires, ils sont... Le Canada n'en a pas. Okay? Le Canada, on peut dire en autre façon, est direct dans la mesure où si tu publies beaucoup, ben, ton université va probablement vouloir te garder et tu vas peut-être avoir une prime. Mais ce n'est pas direct, ce n'est pas des incitatifs institutionnalisés. Mais au Chili, en Russie, dans les pays scandinaves, on voit souvent le Danemark comme étant un pays méga progressiste. On dit, il ne devrait pas avoir ça. Non, au Danemark, il y a ça. J'ai des collègues là-bas. En général, c'est autour de 2000 $ pour les meilleures revues, 1000 $ pour les moins bonnes revues, quelque chose comme 500 $ pour les revues qui sont moins prestigieuses. Donc, vraiment des primes directes à la publication savante. Et donc, c'est pas quelque chose qui est... La Chine, c'est le cas extrême. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont des politiques comme ça. Il y a des institutions, parce que souvent, ce sont des politiques institutionnelles. Donc, on a cette situation-là dans certaines mêmes universités aux États-Unis et au Royaume-Uni. Je ne connais pas de cas au Canada où ça fonctionne comme ça, mais il y en a peut-être parce que, bon, c'est la dynamique interne des institutions. En Chine, ça a vraiment été créé, sans entrer dans les détails, pour favoriser une internationalisation de la recherche. On voulait que les chercheurs publient en anglais. On voulait qu'ils soient davantage visibles et on voulait, par le fait même, augmenter le classement des universités chinoises dans les classements internationaux. Donc, le jeu des classements internationaux est extrêmement important pour comprendre les choix que font ces universités-là. Maintenant, le gouvernement a décidé que c'était pas la seule voie qui était possible et donc on veut revenir un peu vers, on pourrait dire, un certain équilibre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le choix que les premiers chercheurs à Wuhan ont fait de ne pas publier en chinois a eu des conséquences de santé publique en Chine et probablement dans le reste du monde, compte tenu que la Chine, la santé publique chinoise n'a pas pu faire certains choix. Donc, je reviens à la présentation. Vous ne gênez pas s'il y en a d'autres des comme ça. Donc, il y a aussi une importante croissance de la collaboration qui est visible à tout point de vue. Hein? Donc, dans la figure du haut, vous avez le déclin des articles écrits à un seul auteur, l'augmentation des articles à 2 auteurs, qui décline à partir des années 60 au profit de ceux écrits à 3 qui commencent à décliner. Donc, on est vraiment dans une dynamique inflationniste où les papiers ont toujours de plus en plus d'auteurs. La science, on pourrait dire, est de plus en plus complexe, donc on a de plus en plus besoin de mains et de cerveau pour faire un travail. Puis ce qu'on voit globalement aussi, c'est que la science est faite en collaboration, a un impact scientifique plus élevé. Ça, c'est observé dans à peu près tous les domaines. Et non, ce n'est pas dû aux autocitations. Donc, une des causes aurait pu être que
un article a 20 auteurs, puis que chaque auteur le cite au moins une fois, bien que, bon, l'impact est plus élevé, mais ce n'est pas la cause. On enlève les autocitations, on voit le même phénomène. Donc, on pourrait croire que la recherche faite en équipe, elle a effectivement elle fait des découvertes de plus grande importance. Troisième élément qui est important à voir, c'est que la science a de plus en plus tendance à vouloir se corriger. Hein? Donc, on a une croissance des rétractations et des corrections, ce qui était quelque chose qui n'existait à peu près pas dans le champ scientifique. Il y a une croissance de celle-ci depuis on pourrait dire, une vingtaine d'années. Il y a deux causes potentielles qui sont non exclusives. La première, ce serait qu'effectivement, les gens sont plus responsables et donc veulent se corriger. La deuxième, c'est que les gens peut-être aussi sont plus pressés à publier, donc peut-être tournent les coins ronds. Souvent, on a tendance à mettre ces deux hypothèses-là en contradiction, mais dans les faits, les deux peuvent expliquer la tendance que l'on voit. Ce qui m'amène aux enjeux un peu plus près de la science ouverte et de l'Internet, qui est les effets du numérique sur la diffusion des connaissances. Il y a 25 ans, quand l'Internet, le Web devient des technologies qui sont plus, plus disponibles pour tous, la revue économique Forbes fait un long article sur la fin des éditeurs commerciaux. Parce que déjà dans les années 90, les bibliothèques payaient beaucoup d'argent, puis on voyait que les revues, c'était peut-être quelque chose du passé. Et donc, Forbes dit, Elsevier va être la première victime de l'Internet. Et là, on rappelle que le Web a été créé par qui? Bien, il a été créé par des physiciens pour échanger de l'information scientifique. Donc, on se dit, on a créé ça pour échanger de l'information scientifique. Pourquoi on aurait besoin de revues savantes? À quoi ça sert de payer pour ça? Et donc, il y avait vraiment deux hypothèses. Il y en a qui disaient que ça serait la fin des revues savantes. Il y en avait d'autres qui disaient non, ils vont aller consolider leur importance à l'ère numérique. Puis bon, malheureusement, les deuxièmes avaient raison. Donc, ce que je vous présente ici, ça, c'est une figure que je viens de mettre à jour, en fait, donc c'est totalement original. Vous avez la proportion d'articles publiés par les grands éditeurs à l'échelle mondiale. Je vous invite à regarder la figure à gauche sur les sciences naturelles et médicales. On voit qu'à lui seul, Elsevier représente à peu près 23% de l'ensemble des articles scientifiques publiés à l'échelle mondiale. Quand on ajoute à ça Springer Nature, on est à 40%. Donc, on a deux éditeurs commerciaux qui représentent la moitié des articles. Et si on ajoute à ça Wiley, on est à 50%. Donc, on a trois éditeurs commerciaux qui contrôlent la moitié du marché de la diffusion des connaissances et qui font, je vous le rappelle, là, des profits de l'ordre d'à peu près 40% et jusqu'à 50% dans les meilleures années. Et c'est facile de faire des profits quand on ne paie pas les auteurs, on ne paie pas les évaluateurs. Les éditeurs en chef sont rarement payés, et des fois ils le sont, mais c'est des compléments salariaux parce que ces gens-là sont déjà payés par leurs institutions. Et on revend ça au même groupe, qui est un genre de groupe captif. Puis ajoutons à ça le fait que quand on est à l'ère numérique, on n'a pas de production de papier, on n'a pas de production d'impression, on n'a pas de frais de postage. Donc, la possibilité de faire des profits, elle est encore plus élevée. Et on voit, en fait, dans les données, une augmentation. La courbe en noir, ici, c'est les profits d'opération d'Elsevier. À partir du moment où le numérique devient plus important, ou dans les années 90, à la fin des années 90, l'augmentation des profits d'opération de façon assez importante. Puis je reviens sur le transparent précédent. On voit la même situation en sciences sociales et humaines. Donc, tant en sciences qu'en sciences sociales et humaines, là, on a en gros quelques éditeurs, principalement commerciaux, qui contrôlent la moitié du marché. Et donc, qui contrôlent les résultats de recherche. Et là, je fais une parenthèse pandémie, comme je vais en faire quelques-unes pendant la présentation. C'est que quand on réalise en janvier, février, que bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce que donc, ça s'en vient, ça n'a pas encore été déclaré pandémie, mais ça s'en vient. Que font les éditeurs commerciaux? Bien, ils disent, on va rendre disponible en libre accès nos articles sur les coronavirus. C'est très bien, mais il faut que tout le monde comprenne que d'ouvrir ces articles sur le coronavirus parce qu'on est conscient que c'est un frein à la recherche, c'est admettre que la situation naturelle de fermeture d'accès est un frein à la recherche. Hein? C'est donc d'admettre que la situation normale qui existe depuis des décennies ne rend pas la recherche optimale. Le deuxième élément que ça fait, c'est que ça place la COVID, qui est une crise réelle,
comme étant quelque chose de plus important que la recherche sur le cancer, que la recherche sur les maladies infantiles, que la recherche sur plein d'autres sujets où il y a des gens qui meurent à chaque année. Et donc, c'est une admission que, oui, ces papiers-là, eux, peuvent rester fermés parce que ce sont des papiers qui sont pas sur cette crise-là. Donc, les éditeurs commerciaux ont essayé de se faire un peu de capital de sympathie en rendant ça disponible, mais il ne faut pas être dupe que c'est vraiment une admission que toutes les pratiques qui existaient avant étaient un frein à la recherche. Et le troisième élément, et non le moindre, c'est que de rendre disponibles les articles sur les coronavirus disponibles, c'est intéressant, mais c'est très limité parce que les articles sur le coronavirus citent des articles qui sont dans d'autres domaines, dans d'autres domaines de la virologie, dans d'autres domaines de la santé publique, dans d'autres domaines de la psychologie, où là, on le voit en ce moment, les conséquences du confinement. Donc, autrement dit, on ne peut pas isoler et dire, on vous donne accès à ça, puis ça, cet ensemble-là est suffisant pour vos travaux. Les articles se citent entre eux, la science présente se bâtit sur la science passée, et donc, si on veut effectivement qu'on avance de façon optimale, ce n'est pas un sous-jeu de données auquel il faut donner accès, mais c'est l'ensemble des articles qui sont écrits par des chercheurs. Puis, je vous donne un exemple. La recherche, par exemple, sur les masques ou sur les filtres, bien ça va être davantage publié en génie que dans les domaines médicaux. Et donc, ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont ouvert. La recherche qui est davantage faite, par exemple, par vos groupes à Laval sur les réseaux de contamination qui pourraient être publiés dans des revues de physique, bien, ça ne ferait pas partie de ce qui va être ouvert. Donc, autrement dit, il est impossible d'isoler un sous-ensemble d'articles qui seraient appropriés. Donc, pour ça, on n'a pas le choix. Si on veut que la science avance de façon appropriée, pendant la pandémie et après la pandémie, bien, il faut ouvrir l'ensemble de la littérature scientifique. Et donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Je passe ces transparents-là rapidement. Il y a deux façons de faire du libre accès. Ce qu'il faut voir, c'est que le libre accès existe depuis quand même pas mal de temps. Les physiciens le font depuis 30 ans. Hein? On utilise Archive, on dépose, il n'y a pas de problème. Le domaine médical est plutôt est un nouveau joueur dans ce monde-là, et particulièrement dans le monde des preprints, donc des pré-publications qui ont pris une importance extrêmement grande en contexte de pandémie. Et en fait, une des conséquences massives de la pandémie actuelle, c'est qu'on ne reviendra pas aux pratiques antérieures d'attendre 6 mois avant qu'une découverte médicale soit diffusée. Hein, les physiciens dès que la découverte elle est écrite, l'article était sur le serveur de prépublication. En médecine, on attendait toujours la sacro-sainte évaluation par les pairs avant de diffuser. Et là, on voit que ça ne peut pas continuer comme ça. Évidemment, il y a des effets pervers à tout ça, dont on pourra discuter dans la période de questions, mais on ne reviendra pas en arrière. Et le nombre de preprints sur bioRxiv, medRxiv est en croissance exponentielle depuis janvier-février. Là, il y a vraiment un usage très, très grand qui est fait avec la crise actuelle et on ne reviendra pas en arrière. Bref, deux façons d'aller vers le libre accès, la voie dorée et la voie verte. La voie dorée, c'est quoi? Bien, très simplement, c'est que l'article publié en version finale, mise en forme par la revue, se trouve à être sur le site de la revue. Donc, vous allez sur le site de la revue, l'article est là, disponible gratuitement. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant. Mais la distinction extrêmement importante qu'il faut faire ici, c'est entre le libre accès chez les éditeurs commerciaux et le libre accès chez les éditeurs à but non lucratif. On voit que dans l'ensemble, les éditeurs commerciaux vont vous demander 2 fois le même montant, 2 fois le prix de ce que vont vous demander les éditeurs à but non lucratif. Et le deuxième élément crucial ici, c'est qu'il faut éviter les revues hybrides. Donc, une revue hybride, c'est quoi? C'est une revue qui fonctionne sous abonnement, mais qui vous permet, en tant qu'auteur, de payer. On vous permet de payer, c'est quand même intéressant comme formulation, pour que votre article soit en libre accès. Et donc, on vous demande, disons, 3 000 $ américains. Et donc, dans l'ensemble des articles sous abonnement de la revue, il va y avoir votre article qui, lui, va être gratuit. Maintenant, c'est plus ou moins éthique. Pourquoi? Parce que on se trouve collectivement à payer 2 fois. Donc, les bibliothèques continuent à être abonnées à la revue. Et puis, on va avoir un chercheur qui, lui, va payer pour que son article soit en libre accès. Il n'y aura pas une baisse de l'abonnement du coût d'abonnement compte tenu qu'il y a quelques articles en libre accès. Donc, on se fait à payer 2 fois. C'est un peu un marché de tout. En parallèle avec ça, et c'est vraiment ce qu'on est en train de voir en ce moment avec les serveurs de prépublication, c'est ce qu'on appelle le libre accès vert ou l'auto-archivage. Donc, vous prenez votre article
Et dès qu'il est écrit, vous le déposez dans une archive disciplinaire, une archive institutionnelle, et une fois qu'il est révisé, bien là, vous pouvez en faire une mise à jour et dire ultimement dans quelle revue il a été publié. Mais ce type de libre accès-là a deux immenses avantages, en fait. Il est gratuit et il permet un accès plus rapide aux connaissances. Parce que là, en ce moment, ce que l'on voit, c'est que c'est important d'avoir accès, mais c'est également important d'avoir accès rapidement aux connaissances. Et ça, l'auto-archivage dont je parle, 85% des revues le permettent. Même les éditeurs commerciaux vous permettent de déposer vos articles en preprint ou en post-print. De façon à s'assurer que les chercheurs déposent en libre accès. C'est quand même quelque chose, là, la pandémie actuelle est en train d'exacerber tout ça, mais c'est dans le système depuis quand même quasiment 15 ans. Bon nombre d'organismes subventionnaires et d'universités obligent les chercheurs à déposer en libre accès. Il y a des mandats qui fonctionnent bien, il y a des mandats qui fonctionnent plus ou moins bien. À l'échelle des mandats d'université, il y en a un qui fonctionne très, très bien, c'est celui de l'Université de Liège, où simplement ce que l'on a dit, c'est que à des fins de promotion, ne seront considérés que les articles qui sont dans le dépôt de l'université. Et donc, évidemment, tous les chercheurs déposent leurs articles parce que c'est à partir de ça qu'ils sont évalués. À l'échelle des organismes subventionnaires, c'est une condition contractuelle qui est obligée d'être respectée. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que ça ne fonctionne pas très bien dans certains pays. Donc, aux États-Unis, c'est très élevé. Donc, on voit qu'au National Institutes of Health, 90% des articles qui doivent être en libre accès le sont. Des articles financés par les NIH sont en libre accès. Donc, il y a vraiment une obligation pour les chercheurs de le faire et ils le font. Dans le cas du Canada, vous ne le savez peut-être pas, mais si on est financé par le CRSH, le CRSNG, les IRSC ou les IRSC, on est obligé de le faire. Au CRSNG, il y a à peu près juste 30% des chercheurs qui le font alors qu'ils sont obligés. Donc, il y a vraiment il y a des problèmes avec le mandat canadien. On était déjà en train à Ottawa de s'assurer de mettre en place des mécanismes pour que les chercheurs le respectent davantage. Je vous garantis que ça ira pas, que ça ira pas en réduisant, qu'on va le demander encore plus. Les mécanismes de contrôle du libre accès vont être encore plus élevés dans les années qui vont. Oui. On a un petit commentaire ici qui nous est partagé. Donc, en France, au CNRS, l'évaluation des chercheurs chaque année ne sont prises en considération que les articles en libre accès sur HAL, la plateforme institutionnelle. Oui, exact. Ouais. Donc, c'est excellent, mais ça, c'est une politique, si ma mémoire est bonne, là, le commentaire vient de quelqu'un qui connaît cette situation-là plus que moi, mais de mémoire, c'est assez récent. Mais ça fait partie des politiques qui sont extrêmement... où on vient combiner, c'est un élément que j'ai un peu mentionné en introduction, on vient combiner la diffusion en libre accès ou la diffusion des connaissances avec l'évaluation des chercheurs, et c'est le meilleur incitatif qui soit. Hein? C'est la seule façon dont on peut changer les pratiques, c'est en disant, bon, ben, je vais vous évaluer à l'aune de ces nouveaux critères-là d'ouverture, plutôt que de citation, par exemple. Donc, ça non, exact. Donc, avant de conclure, quelques petits éléments de données sur la croissance du libre accès. Donc, on a de plus en plus d'articles en libre accès, donc vous le voyez là-dessus. La croissance des preprints que je vous mentionnais un peu plus tôt, on la voit ici. Donc, en bleu, vous avez Archive, mais là, vraiment, on a vraiment une croissance là, dans tous les différents types de preprints avec, donc ici, BioArchive est là. Je n'ai pas réussi à trouver des données sur la COVID. Je n'ai pas réussi à trouver de figures spécifiques sur la COVID, mais on se doute qu'aujourd'hui, c'est encore plus élevé que ça, compte tenu de ce qu'on voit dans les derniers mois. Il y a d'importances différentes par discipline, mais je veux surtout mentionner 2 points qui sont extrêmement convaincants par rapport à l'importance du libre accès. Et ce premier point-là nous est rappelé en fait en ce moment d'une façon importante. C'est que si vous voulez que votre recherche ait un impact global, il faut qu'elle soit en libre accès. Et ce que vous montre cette figure-là, en fait, c'est la proportion de références faites à des articles en libre accès par les différents pays du monde. Et donc, plus c'est bleu, moins les pays citent de libre accès en proportion relative. Plus c'est vers le rouge, plus les pays en citent du libre accès. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit qu'en gros, les pays qui sont un peu plus pauvres, les pays où les bibliothèques ne sont pas capables de se payer des abonnements, bien, la seule littérature à laquelle les chercheurs ont accès, c'est celle qui est en libre accès. Donc, si on va avoir un impact en Amérique du Sud, si on va avoir un impact en Asie, dans la plupart des pays d'Afrique, il faut diffuser en libre accès parce que c'est la seule chose à laquelle ces communautés-là ont accès. Le deuxième élément, bien, il est un peu plus égoïste. C'est compte tenu que la recherche, elle a un impact global, celle qui est en libre accès, j'entends, elle est davantage citée.
Donc, vous faites votre revue de littérature, il y a un article que vous ne trouvez pas, en toute probabilité, vous ne le citerez pas. Alors que si un article, si vous le trouvez, bien, vous avez davantage de chances de le citer. Donc, la recherche en libre accès elle est associée à un taux de citation qui est plus élevé. Donc, pour publier éthiquement, je vais passer assez rapidement parce que je vais vous raconter une petite histoire avant de répondre aux questions. Donc, premier élément, c'est pour publier éthiquement, il faut publier quand on a quelque chose à dire, que les résultats soient positifs ou négatifs. Donc, il y a une responsabilité ici de ne pas inonder le marché. Puis, on le voit en ce moment, il y a un débat par rapport à la crise actuelle où est-ce qu'effectivement, on publie trop. Là, les papiers sur la COVID sont en croissance exponentielle, il y en a-tu trop? Puis là, c'est un peu un des effets pervers que je voulais mentionner de ces serveurs de prépublication-là, c'est qu'il n'y a plus de filtre. Ça veut donc dire que ce qui est bon, on y a accès tout de suite, mais ce qui est peut-être moins bon, bien, on y a accès tout de suite, puis il est peut-être d'ingente de ce qui est bon. Pour diffuser en libre accès, il faut éviter les revues hybrides que j'ai mentionnées. Idéalement, on va dans les éditeurs à but non lucratif et on fait évidemment attention aux revues prédatrices, mais je pense que la plupart des gens sont maintenant plutôt sensibles à cette question-là. De plus en plus, et puis ça fait partie des conséquences de la situation actuelle, on va devoir ouvrir nos données. Hein, c'est difficile de changer les comportements des chercheurs, surtout par rapport à l'accès aux données, parce qu'il y a quand même des aspects de compétition. Les chercheurs prennent du temps à compiler leurs chiffres, à collecter leurs données. On ne veut pas tout de suite donner accès. Ces éléments-là sont très susceptibles de changer dans la situation actuelle, où là, le bien collectif prend plus de place par rapport à la progression de carrière des individus. Puis évidemment, il ne faut pas publier simplement en fonction du facteur d'impact. Et là, je vais vous raconter une histoire sur le contrôle de nos modes de diffusion. Et là, ça, c'est un élément extrêmement important. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que chercheurs, pour améliorer la situation? Donc, je vais vous raconter en 2-3 minutes ce que l'on a fait dans mon domaine à moi. Donc, moi, je suis en sciences de l'information. On avait une revue qui s'appelait le Journal of Informatics, qui était une création d'Elsevier. Donc, Elsevier avait décidé de créer une revue dans notre domaine. Pourquoi? Bien, parce que c'est un domaine qui est en croissance. Donc, les éditeurs commerciaux ont des bases de données qui leur permettent de voir, bon, quel est l'endroit stratégique où il manque de revues. Et donc, ils ont décidé de créer la revue et la revue, assez rapidement, est devenue, selon certains critères, la meilleure revue de notre discipline. En 2015, il y a un nouvel éditeur en chef qui arrive, un de mes bons amis, Ludo Waltman, qui est en Hollande, et il dit, bon, après une couple d'années, je ne suis pas super satisfait de notre relation avec Elsevier. Pourquoi? Bien, parce que ce sont eux qui prennent toutes les décisions de forme sur la revue. Donc, on ne pouvait pas choisir notre périodicité, on ne pouvait pas choisir le nombre de manuscrits qu'on voulait accepter. Il fallait qu'on avait des quotas de manuscrits à accepter. On ne pouvait pas choisir notre système sur lequel, notre système d'évaluation de manuscrits. Donc, on était obligé d'utiliser le système d'Elsevier qui fonctionnait très mal. Puis, donc, on dit, voilà, c'est pas génial, mais surtout, bon, dans notre domaine, on se sert beaucoup des données de citation. Et il y a eu une grosse initiative pour ouvrir les citations, donc s'assurer que la partie référence d'un article scientifique fasse partie d'un contenu qui soit de facto en libre accès. Et tous les éditeurs à peu près ont accepté, sauf Elsevier. Et là, on s'est dit, bien là, on a un éditeur dont les actions vont contre l'intérêt de la communauté scientifique de notre propre revue. Et donc, on s'est dit, ça ne marche plus. Il faut faire ce que l'on appelle un journal fit. Donc, il faut trouver une façon de démissionner en bloc pour créer pour refonder la même revue, mais avec un autre éditeur. Donc, autrement dit, on prend la revue qui est essentiellement une coquille vide, on la laisse là et on prend tout le contenu scientifique, les éditeurs, et on refonde quelque chose. Donc, c'est un peu comme un move, je n'avais jamais pensé comme ça, mais un genre de move d'escargot, là, où on laisse la coquille, puis tout ce qui vit vraiment, on s'en va le fonder ailleurs. Donc, on a convaincu les 35 membres du comité éditorial de démissionner. Donc, c'est une démission unanime d'Elsevier compte tenu des raisons mentionnées plus haut. On est allé voir une société savante qui était notre société savante, mais qui n'avait pas de revue. Et donc, on leur a dit, on va fonder une nouvelle revue qui va être la revue de la société savante. On va aller se trouver un éditeur, puis on va prendre notre contenu scientifique, on va le ramener, notre capacité d'évaluer, puis de trouver des bons manuscrits, puis de soumettre, on va l'amener dans une autre maison, qui va être celle de MIT Press.
Puis de façon, afin de nous aider, on a eu un financement qui est quand même pas banal de la Bibliothèque nationale technique d'Allemagne qui nous a donné 180 000 euros, ce qui nous permet en fait d'être en libre accès, mais gratuite pour tout le monde. C'est-à-dire les auteurs n'ont pas à payer, puis forcément, c'est en libre accès, les lecteurs n'ont pas à payer. Donc, on a démissionné. Oui, vas-y. Oui, en fait, ça soulève un peu à une question qui nous a été posée par Ishela Soulé. Les charges de fonctionnement d'une revue en libre accès, qu'est-ce que ça peut représenter? Puis, de façon peut-être plus usuelle, normalement, je crois qu'on paie pour publier en libre accès un peu. Mais qu'est-ce que ça dépend. Comme j'ai mentionné, il y a des revues qui sont gratuites, il y a des revues qui sont payantes. Évidemment, il y a des frais de publication. Donc, nous, chez Érudit, parce que là, je mets mon chapeau de responsable d'une plateforme de diffusion, il y a un coût de comme une couple de centaines de dollars par article. Là, donc, il y a réellement un coût pour produire le contenu, produire au sens technique du terme. Hein. Tu reçois un doc en Word, il faut que tu transformes ça en HTML en ligne. Donc, il y a forcément un coût. Maintenant, le coût que les éditeurs commerciaux nous demandent, il est sans commune mesure avec le coût réel. Donc, le prix n'a pas de lien avec la valeur ou pas la valeur, avec le coût de production. Donc, chez MIT Press, le coût des APC, donc des frais de publication, si on nous les chargeait, c'est entre 600 et 800 $. Donc, vous voyez, là, les éditeurs commerciaux vont vous demander 3 000. Les éditeurs comme PLOS vous demandent 1 500. Et chez MIT Press, c'est entre 600 et 800 pour essentiellement, vous comprenez, le même service. Maintenant, d'autres plateformes donc chez Érudit, c'est encore moins cher que ça. Au Brésil, la plateforme Cielo a fait le calcul qui, pour eux, c'était, je pense que c'est ça, eux aussi, c'était une couple de centaines de dollars. Donc en gros, là, si c'était si les revues demandaient toutes une centaine de dollars par article, il n'y aurait plus de problème de libre accès, vous comprenez? Là. Donc c'est l'enjeu réel en ce moment, selon moi, c'est le contrôle, le fait qu'on ait cédé à l'ère numérique, le contrôle de notre diffusion des connaissances à des éditeurs commerciaux. Et bon, la dynamique capitaliste, là, sans faire une grosse critique du capitalisme, mais tout le monde le sait, le but de la compagnie, c'est quoi? C'est de faire des profits. Dans le cas d'Elsevier, c'est ça son but. Comment ils font des profits? En diffusant des connaissances. Donc, la diffusion des connaissances, elle est forcément importante pour eux, mais c'est un véhicule pour faire des profits. Puis ça, c'est ce que l'entité fait. Les individus au sein de la compagnie peuvent avoir plein de motivations qui sont différentes, puis peuvent avoir, comme on pourrait dire chez nous, le cœur à la bonne place. Mais la boîte, son but, c'est des profits. Et elle répond à qui? Elle répond aux actionnaires. Je ferme cette parenthèse-là parce qu'on peut en parler longtemps et s'emporter. Donc, on a démissionné en janvier 2019. Ça a donné lieu à une couverture médiatique importante. Ça a été couvert dans Science, dans Nature. Ça a vraiment fait un petit splash. La nouvelle revue, elle a été annoncée janvier-mars. Elle a été annoncée en janvier. J'ai été éditeur en chef par intérim pendant les premiers mois. Quand Ludo, parce que Ludo, l'éditeur en chef, était le seul qui avait un contrat direct avec Elsevier. Quand Elsevier l'a libéré de son contrat, il est redevenu éditeur en chef et moi, je suis redevenu donc éditeur associé. De façon assez intéressante, le Journal of Informatrix va continuer à exister. Maintenant, et là, c'est assez intéressant, ça a pris des mois avant qu'il réussisse à trouver un éditeur en chef parce que personne ne voulait y aller. Vous comprenez, on est parti toute l'équipe, éditoriale, et là, qui va aller prendre cet espace-là? Personne ne voulait le faire. Finalement, il y a quelqu'un qui a réussi. Je n'étais pas très content, mais bon, c'est normal. Mais le comité éditorial, il est extrêmement réduit et il est essentiellement composé de gens qui proviennent de pays où on a des primes aux facteurs d'impact. Donc, vous comprenez les incitatifs que je mentionnais en début de conférence. Pour des chercheurs dans certains pays, la structure fait en sorte qu'on va se coller sur Elsevier. Vous comprenez, les éditeurs commerciaux font partie de cette mécanique-là de primes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des revues à haut facteur d'impact. Donc, l'enjeu principal pour nous, particulièrement en contexte pré-pandémie, c'était d'attirer des manuscrits malgré le fait vu qu'on est une nouvelle revue, on n'a pas de facteur d'impact. Et donc, la Chine avait soumis, à ce jour, en fait, je pense, a soumis aucun manuscrit encore à la revue. Maintenant, avec les nouvelles règles que le gouvernement a mis en place, ça va être extrêmement intéressant de voir si les gens qui auraient envoyé leur manuscrit à Journal of Informatrix ne vont pas nous l'envoyer à nous, à Quantitative Science Studies.
Et on a publié donc notre premier numéro en janvier 2020, 23 articles, vous irez voir si vous voulez là, sur le site de MIT Press. L'éditorial d'ouverture décrit un peu là, toute la situation. Et donc, ça fait partie des actions que nous, on peut faire en tant que chercheurs. Ça demande du travail, ça demande ça demande en fait un peu de détruire ce qu'on a contribué à bâtir, mais ça permet de bâtir quelque chose qui est beaucoup plus près du bien commun. Et le dernier point que je veux mentionner rapidement, c'est l'importance des organismes subventionnaires dans tout ça. Hein. La Chine a changé les pratiques de publication de ses chercheurs au cours des 20 dernières années. Et là, ils sont en train de le refaire, mais d'une autre façon beaucoup plus ouverte, encore là, à cause de la pandémie. C'est ce que les autres pays doivent faire. Et tout ça doit passer, et c'est mon dernier transparent, tout ça doit passer par une compréhension du rôle des revues. Les revues, en fait, historiquement, ont été créées pour quoi? Pour diffuser des résultats de recherche, pour faire l'évaluation par les pairs, pour fédérer des communautés, puis pour archiver des connaissances. Donc ça, c'est un peu les quatre fonctions historiques des revues. Maintenant, à l'ère numérique, la revue n'a plus vraiment le monopole de ça, parce que diffuser, on pourrait juste envoyer sur des serveurs de preprint. L'évaluation par les pairs, on pourrait la faire en ligne. L'archive des connaissances, on peut le faire encore là sur des serveurs de prépublication. Mais la fonction de la revue, ultimement, aujourd'hui, c'est une fonction sociale qui est de faire la hiérarchie des connaissances. Là, ça, c'est publié dans Nature, c'est excellent. C'est publié dans la revue X, ben, c'est peut-être un peu moins bon. Et donc, si on veut changer les pratiques de publication des chercheurs et aller vers quelque chose de plus ouvert, il faut donner de la valeur à cette ouverture-là. Il faut lui donner une certaine valeur intrinsèque. Il faut donc donner du capital symbolique. Et c'est par ça qu'on va être capable de changer les pratiques vers quelque chose qui est collectivement plus intéressant, qui est plus, pour utiliser le terme, non, je vais utiliser le terme français, qui est beaucoup plus juste. Donc là-dessus, j'ai terminé et au plaisir de prendre vos questions. Merci beaucoup, Vincent. On a déjà plusieurs questions, en fait, qui attendent. Je vais te questionner justement pour rebondir un peu à ce que tu viens de dire. Quelles sont les principales réticences, à ton avis, pour s'engager dans la voie de la science ouverte? Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui freine l'élan? Bien, le premier élément, c'est que dans certains domaines, les revues en libre accès, là, parce que science ouverte, ça peut vouloir dire plein d'affaires. Mais le premier élément, c'est que pour les revues, à tout le moins, dans certains domaines, les revues en libre accès sont considérées comme étant de mauvaise qualité. Donc, donc, je reviens encore aux critères de promotion des universités. Tu sais, vous êtes engagé comme jeune prof, pour devenir permanent, il faut que vous publiez dans des meilleures revues. Or, si dans votre domaine, les meilleures revues ne sont pas en libre accès, paf, vous avez un premier incitatif contre la publication en libre accès. Et là, vous pouvez vous dire, une fois que je vais avoir l'agrégation, je vais publier en libre accès, mais vous comprenez que souvent, il est trop tard parce que vous avez pris des habitudes. Le deuxième élément, par rapport à la science ouverte globalement, puis prenons l'exemple du partage des données, c'est encore là, d'une part, les incitatifs, puis d'autre part, le fait que en fait, non, je pense que c'est quand on y pense, là, pourquoi vous ne voudriez pas partager vos données? Bien là, vous pouvez avoir peur que les gens trouvent des erreurs, mais là, bienvenue en sciences parce que vous allez être scruté à longueur de journée, donc ce n'est pas une bonne raison pour être. Mais l'autre raison, c'est celle qui est légitime, c'est de dire, OK, vous avez passé des années à colliger ce jeu de données-là. Les incitatifs font en sorte que vous devez publier le plus possible, mais là, si vous donnez le jeu de données à tout le monde, vous allez vous faire scooper. Donc, c'est encore là la nature compétitive du champ scientifique. Bon, on a des motivations intrinsèques comme chercheurs à être compétitifs, mais le système nous force à l'être peut-être encore plus que ce qu'on voudrait. Maintenant, je pense que cette deuxième réticence-là, elle est appelée à changer, particulièrement dans le cas de la recherche qui est financée par des fonds publics, où là, tout comme pour les essais cliniques où les données doivent être obligatoirement disponibles, pour le reste de la recherche, on devra le faire. Maintenant, ça ne vient pas sans certains enjeux. Dans quel format on les dépose, où on les dépose, jusqu'où on est demandé il nous est demandé de les documenter. Mais un truc encore plus important, c'est qu'il y a des données qui sont extrêmement sensibles. Donc, moi, d'où je viens, en sciences sociales et humaines, il y a tout un pan de la recherche qualitative où c'est des entrevues. Et où, historiquement, ce que l'on nous demandait, c'était, après un certain temps, de détruire les verbatims des entrevues. Donc, on nous demandait, pour s'assurer qu'on ne trouve jamais la personne, parce que, bon, elle peut nous avoir donné des informations, on nous demandait de détruire cette information-là. Et ça, c'était les comités d'éthique qui nous demandaient ça. Donc, certaines demandes de la science ouverte vont en totale contradiction
avec ce que les comités d'éthique nous demandent depuis des années dans certains domaines des sciences sociales. Donc, il y aura vraiment un réalignement des choses qui devraient être faites. J'ai l'impression des deux côtés pour certains domaines. Donc, pour répondre simplement, il n'y a pas de solution disons, c'est pas la même solution pour tout le monde. C'est pas la même solution pour chacun des domaines. C'est un enjeu de taille. En fait, puis par rapport au premier élément que tu as soulevé, on se questionnait. En fait, c'est une question de Andréane Lavoie qui demande s'il y a des recherches qui s'intéressent aux conséquences, aux retombées des carrières des chercheurs qui ne publient plus via les grands éditeurs, vraiment qui ont pris cette voie de science ouverte-là. Ou même inversement, est-ce qu'on est avantagé finalement à garder le modèle traditionnel? C'est-à-dire que, encore là, ça dépend des domaines. Il n'y aura pas un physicien qui ne déposera pas en libre accès. Hein? Donc, mais par contre, je vais voir beaucoup d'économistes, je ne voulais pas le nommer tantôt, mais l'économie, c'est un domaine où il y a 4-5 revues qui comptent, puis si vous n'êtes pas là, ben, ça ne compte pas. Or, ces 5 revues-là ne sont pas nécessairement en libre accès. Et donc, il n'y a pas d'article comme tel. Je n'ai pas vu de truc qui documentait tout ça. Maintenant, c'est, à mon avis, les incitatifs des organismes subventionnaires ne donneront plus le choix. Hein? Donc, autrement dit, le Canada était plutôt en retard, les politiques ne fonctionnaient pas bien. Pour avoir parlé aux gens dans les 3 organismes subventionnaires, les choses vont changer. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de coercition. Et je vais juste vous donner pourquoi le mandat fonctionne aux États-Unis. C'est parce que les Américains écoutent plus? Mais non, pas vraiment. C'est surtout parce que si les chercheurs ne déposent pas leur article en libre accès au National Institutes of Health, par exemple, bien, leur financement va être coupé. Ou ils ne pourront pas faire de demande de subvention. Donc, ça fait partie des mécanismes en anglais, on dirait reporting des organismes subventionnaires. Donc, les gens sont obligés. Fait que tu peux dire, ben, ça ne me tente pas, ben, tu n'as pas le choix, autrement. Puis, est-ce que cette situation-là est particulièrement préoccupante pour des chercheurs en début de carrière ou pour un peu plus tard? Ben, c'est sûr. C'est-à-dire que, tu sais, ce qu'on a fait, nous, avec Quantitative Science Studies, on pourrait dire, on a eu le courage de le faire. Pourquoi? Parce que, bon, la plupart des membres, on était des professeurs avec la permanence, des chercheurs établis. En début de carrière, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on peut dire que les chercheurs établis, on a une responsabilité derrière ça parce que c'est nous qui pouvons le faire. Et donc, en début de carrière, forcément, disons, on peut dire que c'est plus difficile, mais en même temps, l'option de la voie verte que je vous ai mentionnée, le dépôt dans un serveur de preprint ou dans l'archive institutionnelle, c'est à coût nul pour vous et c'est quelque chose que les éditeurs commerciaux vous permettent. Le choix de dire, OK, je ne publie pas chez Elsevier, il est peut-être difficile à faire dans certains cas, mais il n'y a aucune excuse autre que la paresse pour ne pas déposer votre article dans l'archive institutionnelle ou dans un dépôt disciplinaire. Et si la revue où vous voulez publier fait partie de ce 15 % de revues qui ne permet pas le dépôt en libre accès, bien là, posez-vous des questions. Posez-vous des questions sur c'est quoi la motivation réelle de cette organisation qui est derrière la revue. Et ce qui est bien malheureux, c'est que bon nombre de ces revues-là qui ne permettent pas, ce sont des revues de sociétés savantes qui, à mon avis, agissent complètement contre leurs propres intérêts. Et là, je veux juste rapidement expliquer tout ça, c'est que les sociétés savantes font énormément d'argent avec la publication. Maintenant, pour que les sociétés savantes fassent de l'argent, il faut qu'un éditeur prenne sa cote de 40 %, vous comprenez? Ou donc, il faut qu'il y ait comme une grosse... ça coûte, autrement dit, encore plus cher. Donc, il faut réfléchir d'une part au rôle des sociétés savantes dans l'écosystème de la recherche. Il faut trouver une façon de les financer de façon appropriée, si on considère qu'elles sont importantes, sans avoir à passer par la diffusion des connaissances pour le faire, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Oui, bien justement, en fait, on a une question de Hakim Ranelov qui nous pose le problème. En fait, on fait ça pour le CV au bout du compte. L'incitatif principal, c'est de s'établir comme chercheur. Et ce qu'il nous demande, en fait, faudrait-il d'abord changer les critères d'évaluation? Le monopole des grands éditeurs va disparaître de soi-même. Donc, si on mesure les choses autrement. C'est exactement ça. Donc, c'est le point principal que je veux vous faire comprendre. La clé pour régler la situation, c'est les mécanismes d'évaluation. Et je ne suis pas seul à le dire. Il y a un gros rapport qui vient de sortir de l'Union européenne il y a quelques mois, puis c'est le monopole essentiellement du facteur d'impact. En sciences, là, c'est le monopole du facteur d'impact sur les pratiques d'évaluation. Pourquoi? Bien, c'est qu'en plus, les revues des éditeurs commerciaux sont celles qui ont les plus hauts facteurs d'impact. Donc, il faut découpler la fonction production de la fonction évaluation. Vous écrivez quand vous avez de quoi,
puis on fait une évaluation qui est beaucoup plus qualitative. Il faut revenir, en fait, au mode pré-numérique. C'est-à-dire qu'on fait une diffusion numérique, mais on évalue les chercheurs via l'évaluation par les pairs plutôt que par l'évaluation simplement du facteur, via le facteur d'impact. L'autre élément qui est encore, comment dire, qui est un peu plus subtil, c'est-à-dire que les nombres de citations reçues par les articles, c'est quelque chose, c'est une analyse qui est plutôt légitime. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre la valeur du facteur d'impact de la revue et de dire, vu que l'article est dans de la bonne revue, il est bon. On a une façon de voir si un article est utilisé, on regarde son nombre de citations spécifiques. Donc, pas regarder les citations de la revue parce qu'on sait que ça suit une distribution qui est asymétrique. Pourquoi Nature a un facteur d'impact de 40? Mais ce n'est pas parce que tous les articles sont cités 40 fois. C'est qu'il y en a, la plupart sont cités moins de 20 fois, mais tu en as 4-5 qui vont être cités 500 fois. Puis c'est ceux-là qui vont avoir un facteur d'impact si élevé. Donc, il faut prendre un pas de recul et dire qu'on va aller chercher, c'est des informations sur les citations spécifiques et non pas sur le facteur d'impact. Formidable. Et une question un peu plus par rapport à la situation actuelle, par rapport à la COVID. Est-ce qu'on sait un peu la part du travail interdisciplinaire? Est-ce qu'on mesure un peu comment les forces se joignent ensemble? Est-ce que ça a un véritable impact sur l'avancement des connaissances actuellement? Ah, ça, c'est une super bonne question. Ça n'a pas été mesuré encore. On sait historiquement que les travaux qui sont interdisciplinaires sont souvent plus cités. Bon, il y a certains types d'interdisciplinarité où la recherche est les plus citée, certains types où c'est un peu moins, mais globalement, c'est plutôt positif en termes d'impact. On ne l'a pas encore mesuré pour la COVID. Pourquoi? Parce que ça va prendre un certain... L'impact d'un travail de recherche, on n'est pas capable de le mesurer au moment de sa publication. Ça prend des mois, voire des années avant que tout ça soit mesurable. Donc, on va être capable de le faire, j'ai l'impression, dans un an ou deux. Si le passé est garant de l'avenir, on devrait voir la même chose. Par contre, d'une façon un peu anecdotique, ce que l'on voit en ce moment, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont changé leurs objets de recherche pour aller travailler sur la COVID. C'est excellent, mais c'est également pas si bon que ça. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui avaient des expertises analogues et qui amènent un coup d'œil, un angle frais à ces problèmes-là. J'ai aussi, par contre, entendu l'opinion inverse de gens, bon, OK, c'est pas votre domaine, donc arrêtez d'en parler comme si vous en étiez. Donc, autrement dit, ça amène un peu de bruit et ça amène... Si ça restait à l'intérieur de la communauté scientifique, ce serait moins problématique. Le problème, c'est quand cette semi-expertise-là sort de la communauté scientifique et contribue un peu à la confusion dans la société en général. Super. Je vois le temps qui file. En fait, je voulais quand même te poser une dernière question en lien avec tes récents travaux qui ont été publiés la semaine dernière. Par rapport à d'autres préoccupations qui sont un peu exacerbées dans le contexte de la COVID actuelle avec la publication selon le genre. Donc, si peut-être juste nous glisser un petit mot là-dessus avant de conclure. Oui, donc depuis une bonne... Ben, en fait, on pourrait dire depuis 100 ans, mais particulièrement depuis les années 70, on voit une croissance de la place des femmes en sciences. On peut dire qu'on partait de loin, mais même au cours des 10 dernières années, on voyait encore une croissance de la proportion de femmes dans la communauté scientifique, de la proportion de femmes dans les articles scientifiques, etc. Et donc, assez rapidement, quand le confinement a commencé dans les différents pays du monde, ce qu'on a commencé à voir, c'est une certaine asymétrie, en fait, dans la capacité de travailler des hommes et des femmes. Donc, les hommes travaillaient à la maison, puis bon, finalement, on avait à peu près le même volume de production, mais bon, les femmes travaillaient à la maison, mais c'est parce qu'en plus, il fallait qu'ils s'occupent des enfants qui n'allaient plus à l'école. Et donc, la pandémie n'avait pas le même effet chez les hommes et chez les femmes. Donc, il y avait un peu, on peut dire, des anecdotes là-dessus. Donc, ce qu'on est allé faire avec mon postdoc Philippe Vincent Lamarre puis ma collègue Cassidy aux États-Unis, c'est qu'on est allé voir le genre des auteurs qui soumettent des preprints. Parce que bon, on ne peut pas attendre que les articles soient publiés pour voir si la COVID a un effet. On a un très bon indicateur avec les preprints, les prépublications qui sont de plus en plus présentes depuis les derniers mois. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'à peu près pour toutes les plateformes, il y avait moins de femmes qui avaient soumis des articles, principalement en tant que première auteure, au cours des mois de mars-avril par rapport à ce que c'était en janvier-février. On voyait aussi qu'il
il y avait moins d'articles soumis par des femmes en mars-avril de cette année par rapport à mars-avril de l'année passée. Donc, il y a vraiment un effet mesurable, significatif, quand même assez important, une baisse d'à peu près 20% en fait, là, de soumission de la part des femmes. Donc, il va vraiment falloir monitorer tout ça. Et on a mis en place, pour ceux qui sont curieux, l'article est paru dans Nature Index, il est découvert par Nature. Et il y a d'autres études qui sont là-dessus, mais ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'on a créé un petit outil, si vous allez sur le site web de l'article, qui vous permet d'aller monitorer la situation en temps réel. Donc, on crée un système pour que dès que les preprints sont publiés, ils s'en vont dans notre base de données, puis on est capable de voir comment la tendance évolue dans le temps sur les différentes plateformes. Donc, c'est une situation qu'il faut monitorer et pour laquelle il va falloir mettre en place des politiques quand on atterrira de tout ça dans quelques mois, souhaitons-le. Oui, on va compter sur toi pour suivre la chose. Donc, il y a encore quelques commentaires et questions. On doit malheureusement quitter. Je vais juste inviter je vais pouvoir partager mon écran déjà. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Hein. Puis merci vraiment de ta généreuse participation, Vincent. C'était super éclairant. Puis je pense que tous les jeunes chercheurs doivent être éveillés très tôt à ces problématiques-là pour faire des choix, puis vraiment prendre son rôle de chercheur là-dedans, parce qu'on a un poids. On le voit bien avec votre Journal Flip, qui est vraiment super inspirant, qui donne peut-être une petite go pour un mouvement à venir. Donc, merci beaucoup, Vincent, de ta prestation. Et puis, la vidéo va être rendue disponible dans les prochains jours. Donc, simplement pour vous donner quelques informations pour les personnes qui sont avec nous sur nos prochains ateliers. Donc, nous avons une série d'ateliers qui commençait dès aujourd'hui sur la science ouverte. Alors, jeudi prochain rendez-vous sur les médias sociaux et recherche, ensuite sur la visualisation des données et les stratégies de financement. Donc, médias sociaux, recherche, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Julien Chapdelaine, qui est conseiller stratégique médias sociaux au Fonds de recherche du Québec, qui va venir nous présenter les avantages et inconvénients des différentes plateformes pour vous guider dans les différentes étapes pour bâtir une stratégie de diffusion en fonction de vos objectifs. Donc, les médias sociaux prennent toute leur place actuellement. On souhaite que vous soyez présents, les chercheurs, pour venir parler de vos recherches, que vous le fassiez habilement pour avoir le maximum d'impact. Également, Marianne Falardeau va prendre part à cette formation pour partager un peu son expérience et également nous parler de l'importance des médias sociaux en recherche nordique, notamment pour maintenir des liens durables avec les communautés nordiques. Les enjeux éthiques vont également être abordés. Donc, toutes les informations et pour l'inscription, rendez-vous sur le site de Sentinelle Nord. Donc, c'est tout pour la présentation aujourd'hui. Je te remercie chaleureusement, Vincent. Et puis, à une prochaine collaboration. Bye tout le monde. Merci encore. Au revoir. Bye.